je passe la parole à Jean-Claude pour le débat d'orientation budgétaire. Merci, bonsoir à vous. En préambule, je pense que vous avez tous eu la nouvelle mouture du ROB. Et à juste titre, vous avez pu vous en inquiéter. En fait, on vous a envoyé le détail des pages modifiées par ailleurs. En fait, c'était plus des modifications de forme que de fond. Les chiffres n'ont pas changé, mais il y a eu des comparatifs qui ont été faits ou des pourcentages qui ont été faits de CA à CA. Et on fait généralement des comparatifs de BP à BP, ce qui est plus juste. Et surtout que le CA 2024, il n'est pas voté, il sera présenté au mois de mars prochain. Donc c'était un petit peu compliqué de faire des estimations à partir d'un document qui n'était pas validé et pas finalisé. Donc c'est la raison pour laquelle on a modifié quelques pourcentages, mais ça n'a pas modifié le fond des tableaux, bien évidemment. Comme vous avez pu vous en rendre compte, et M. Bernot, vous avez raison de nous demander un détail des pages modifiées pour éviter de tout relire en même temps. Ah, il a été envoyé dès ce matin, par contre. Je suis désolé, mais c'est OK. Mais il a été envoyé. Mais c'était le détail des pages modifiées. Donc, je vais vous proposer, comme tous les ans, une petite synthèse du ROB que je me suis permis de vous faire. Et je vais commencer par cette première diapo qui est les recettes réelles de fonctionnement, donc qui nous dit entre autres que pour l'exercice 2025, les recettes réelles de fonctionnement sont estimées, on est toujours dans une estimation, à 10 916 860 €, c'est une augmentation par rapport à 2024 de 445 885 €, une augmentation de 4,2%. Ça vous donne un petit peu l'esprit dans lequel tous ces documents a été bâti, mais surtout quand on va parler de fonctionnement. Pour rentrer un peu plus dans les détails, voilà comment se déterminent les 10 millions d'euros dont je vous faisais part tout à l'instant sur la structure des recettes réelles de fonctionnement. Vous voyez les quelques augmentations ou ce que ça représente. Plutôt, les augmentations et ce que ça représente, les atténuations de charges, les produits des services de domaine des ventes, les recettes fiscales pour 7 221 500 €, les impôts et taxes, les dotations de participation. Vous avez le détail, c'est ce qui nous fait nos recettes réelles de fonctionnement. Voilà ce qu'il en est. Contrairement aux années précédentes, il n'y a pas un tableau avec l'évolution des pourcentages, par exemple sur le taux d'impôt, taux de la taxe foncière, comme tous les ans et comme l'engagement a été pris auprès de la commune des Sorinières par Madame le maire. Nous avons eu une augmentation une seule fois en 2022, il n'y en aura pas d'ici la fin du mandat. Donc, même si vous ne voyez pas ce taux dans les tableaux, sachez que l'augmentation de la taxe foncière, s'il y en a une, elle n'est pas de notre fait. Elle est des décisions de l'État au travers d'un décret qui fixe un coefficient et un taux d'augmentation basé sur l'inflation. Mais ce n'est pas nous qui le faisons. Je pense qu'il faut le dire à chaque fois parce qu'on se fait gentiment agrafer à chaque fois comme quoi la commune augmente ses impôts. La commune n'augmente pas ses impôts et c'est un engagement qu'on a pris. Pour la répartition après sur la structure des recettes, vous voyez, c'est un camembert, ça vous donne un peu une image de tout ce que je viens de vous dire. Les chiffres n'ont pas changé, c'est simplement la répartition sur un camembert. Alors on en fait ce qu'on veut, les couleurs sont pas toutes, elles sont la même partout, donc il n'y a pas une grosse différence, mais ça vous donne un peu les tranches. Si on veut aller un peu plus dans les détails, les recettes, la fiscalité, les recettes fiscalité et liens financiers. Donc, vous voyez que les deux chiffres additionnés en bas, 7 249 459 et 1 086, machin, ça fait les 8 336 212 €. Vous voyez, alors. Ça, c'est les chiffres, effectivement, c'est le CA 2024, c'est ce qu'on estime aujourd'hui, c'est ce qui va sans doute être sorti, mais c'est ce sur quoi on ne peut pas baser toute notre réflexion. Néanmoins, on peut comparer de BP à BP. Donc, vous voyez, l'augmentation, elle est de 3,98%.
sur ce poste-là. Vous pouvez voir les différents détails. Donc, un autre point qui nous a fait modifier nos tableaux, c'est qu'il y avait un comparatif de 2020 à 2024 et en fait, les comparatifs devaient avoir lieu de 2021 à 2025. Ça, c'est un détail. Enfin, vous voyez un petit peu le détail de ce qui se fait. Les impôts locaux, les attributions de compensation, les dotations de solidarité communautaire, les taxes sur les pylônes électriques qu'on perçoit, sur la consommation d'électricité, la TLPE que vous voyez apparaître ici, 85 000 euros on l'estime à 90 pour 2025, et les autres ressources fiscales, 142. À 367, c'est principalement sur les ventes d'immobilier. Sachez que l'année dernière, on avait prévu au BP 342 et il semblerait qu'on puisse avoisiner les 493. On est prudent. Alors c'est assez surprenant parce que tout le monde dit que le monde de l'immobilier baisse. Aux Sorinières, ça n'a pas été le cas. Sur les transactions, la taxe que l'on perçoit sur les transactions immobilières, pour nous, a été plutôt bonne. C'est un peu, non pas en opposition, mais c'est pas tout à fait dans la moyenne nationale. Donc pour l'année prochaine, on est reparti sur un chiffre plus raisonnable, sachant que ce 493 peut-être est surévalué, je ne sais pas, c'est la réalité pourtant. Donc on est reparti là-dessus. Sur la dotation globale de fonctionnement, ce que nous donne l'État, dotation forfaitaire, dotation solidarité rurale, dotation de solidarité urbaine, on le met mais on ne perçoit rien. La dotation nationale de péréquation, c'est un équilibre entre les communes riches et les communes pauvres qui fait une dotation globale de la DGF oui c'est ça, de 734 333 pour un chapitre 74 qui s'élève à 960 600 euros pour 2024 à une prévision de 929 600 euros pour 2025, c'est une augmentation de 3,2%. C'est l'orientation que l'on prend sur le BP24 par rapport au BP25. Sur les produits de gestion, produits des domaines et ventes, les autres produits de gestion courante, c'est ce qui fait aussi fonctionner ce qui sert à faire fonctionner la commune. Ça fait quand même une augmentation de 6,01%. Et si on reprend les dépenses réelles de fonctionnement pour l'exercice 2025, donc ces dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 9 264 806 euros, soit une augmentation de 58 000 euros, ce qui est un chiffre quand même à noter, parce qu'on nous dit toujours que les dépenses de fonctionnement s'envolent et elles ne sont pas maîtrisées. Vous voyez qu'aujourd'hui, elles sont maîtrisées à hauteur de plus 0,5% d'un budget à un autre, ce qui est quand même pas si mal que ça. Une augmentation de 58 101 euros. C'est un chiffre qu'il nous faut noter parce que c'est pas anodin. On a connu beaucoup plus et faire ça traduit deux choses. Ça veut dire ça traduit, la première chose qui est traduite par ça, c'est qu'on essaye de maîtriser un maximum nos dépenses réelles de fonctionnement. Et la deuxième, c'est qu'on ne s'en va pas dans des dépenses inconsidérées et qu'on maîtrise quand même vraiment beaucoup. Si vous voyez les charges de personnel représentent 63,39% du budget de fonctionnement. On est dans la moyenne des communes de même strate, on est même inférieur à certains qui sont à plus 60, qui sont aux alentours de 67, d'autres sont nettement moins, mais le chiffre est un peu biaisé parce que c'est des communes qui font appel à des services extérieurs pour éviter d'embaucher du personnel. Donc nous on a considéré que la politique de la commune c'était une politique qui était au service des habitants avec un service en regard de tout ce qui nous est demandé. Et aussi, à ce titre-là, on a les agents qui sont nécessaires à réaliser ce service. Donc ça nous fait une charge de personnel qui peut sembler élevée, mais qui n'est pas exceptionnelle et qui est dans la strate des communes de même dimension que la nôtre. Si on veut reprendre un camembert, mais les chiffres sont aussi parlants que le camembert, mais je vous l'ai mis quand même, ça n'a rien d'exceptionnel dans la mesure où on retrouve les mêmes chiffres. Si on fait les compositions, le chapitre
Les charges de gestion, chapitre 11, vous voyez qu'on baisse un peu, 200, oui, pardon. On passe de 2 371 000 à 371 000 à 2 328 000, donc ça fait une baisse de 1,82%. Et les autres charges de gestion courante augmentent de 3,78 et le total des charges de gestion vont passer, prévisionnelles, elles vont passer de 3 415 145 à 3 411 180. Ça nous fait donc une baisse de 0,11% sur le chapitre 11, cumulé avec le chapitre 65. Donc ça aussi, c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que ça participe à cette augmentation vraiment très raisonnable de 0,5%. Le chapitre concernant le personnel, je voudrais que vous regardiez ce chiffre-là. C'est hyper intéressant. On maîtrise quand même extrêmement bien notre masse salariale, comme on dit. On l'a augmenté. Elle est prévue d'augmenter de 1,56%, essentiellement dû à un mécanisme qui est dû à la GVT. Donc la GVT, c'est le glissement vieillesse technicité. Je l'ai noté là, comme ça vous pouvez pas me dire que je l'ai pas vu. Donc, vous voyez ce que le personnel, les charges de personnel non titulaire baissent de 0,2%. Les autres charges de personnel, c'est toutes les charges patronales, 82. Donc les dépenses de personnel, les dépenses totales de personnel, le 0,12, il est prévu à 6 295 150 euros pour 6 316 670 euros pour l'année, si on compare de BP 24 à BP 25. Si on dépose, et là je vais passer la parole à Laurent qui va vous donner un peu un détail, puisque vous l'aviez demandé, Monsieur Burneau, sur les dépenses d'énergie et de ventilation. Donc Laurent va pouvoir vous en dire un peu plus que moi. Alors, comme vous l'avez vu dans le rapport d'orientation budgétaire, par rapport au BP 2024, les dépenses des fluides, donc on avait prévu une énorme dépense suite aux dépenses prévues des fluides et surtout aux taxes qui étaient pas du tout fixées encore et qui étaient qu'on ne maîtrisait pas. Vous voyez que le réalisé, donc le compte administratif est bien plus bas et on n'a pas la consommation encore, les chiffres ne sont pas arrêtés pour 2024 puisque ça sera en février, mais déjà ce qu'on peut dire c'est que sur l'électricité, grâce aux achats groupés de Nantes Métropole, on a une baisse de 20 000 kWh sur les 2 dernières années, et sur les 3 dernières années en gaz, une baisse de 450 000 kWh. Et du coup, on retrouve le prix de la molécule hors taxe, puisqu'on ne maîtrise pas le TTC, on ne sait pas encore les taxes pour 2024, c'est pas fixé. On retrouve le prix de la molécule gaz à 70 euros le mégawatt, et l'électricité, on retourne au prix de 177 euros le mégawatt. Alors que pour en ce moment, par exemple, TTC, on paye 121 euros de mégawatt en gaz et 300 euros de mégawatt d'électricité. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est maîtrisé grâce aux achats groupés. Et ce qu'on ne maîtrise pas, c'est les taxes qui sont prélevées dessus, qui changent sans arrêt. Voilà. Voilà un petit peu un détail. Alors les chiffres seront précisés quand les comptes seront arrêtés en février, si j'ai bien entendu. Donc, mais c'était important qu'on puisse déjà avoir une première approche sur la conso et sur le prix de l'énergie. Si vous voyez ce tableau de synthèse, vous voyez quand même qu'en 2024, on avait effectivement prévu 610 000 euros de dépenses en énergie, et on prévoit en 2025 un chiffre beaucoup plus raisonnable, et on regarde ce qui semble avoir été consommé
consommé au titre du CR de ce que l'on sait aujourd'hui et des prévisions que l'on sait des chiffres qui vont nous tomber, de 476 000 euros, ce qui est quand même une économie qui est pas négligeable en soi sur l'énergie. Sur les charges financières, il n'y a pas grand-chose à dire. L'intérêt de la dette, elle baisse. Alors pourquoi l'intérêt de la dette baisse? Parce qu'on n'a pas fait d'emprunt en 2024, on n'a pas fait en 2025. Donc bien évidemment, on rembourse du capital, mais les intérêts, ils diminuent d'autant. Donc on a une baisse de 15,75%. Et les autres charges financières, elles baissent également de 3,3%. Donc le total des charges financières, elles passeront de 91 460 à 76 580. C'est quand même pas négligeable en soi sur les intérêts de la dette de la commune, ce qui nous permettra de vous montrer un tableau tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est celui qui est derrière, non, c'est pas celui-là, sur le taux de la capacité de désendettement et les chiffres ces ratios qui sont quand même fort intéressants pour la commune. L'équilibre global de la section de fonctionnement, ça reprend les chiffres qu'on avait vus à l'instant, tant en recettes qu'en dépenses. Les recettes de fonctionnement pour 2020, le BP de 2024, il était estimé à 11 286 471 et les dépenses à 11 286 471, ce qui semble complètement logique. Ça vous montre aussi que vous verrez aussi que c'est ce qui explique le résultat qu'on verra à la fin de ce document. Pour BP 2025, on repart avec une augmentation globale sur les recettes de fonctionnement de plus de 2,88 et des dépenses réelles de fonctionnement, bien évidemment, de 2,88, puisque nous, on a des budgets équilibrés, on n'a pas le droit de faire des budgets négatifs, comme certains. L'endettement de la commune, l'encours de dette, vous le voyez, il est de 5 470 259 en 2024. Il va être, ça c'est des chiffres que l'on connaît, à 4 967 069, donc on a une baisse de 9,2. Le taux d'endettement, il passe de 52,24 à 45,50. Les charges financières, elles passent de 91 460 à 76 580, on l'a vu tout à l'heure, avec une durée moyenne de l'encours. Vous voyez, il fluctue entre 9 ans, qui était le cas en 2021, pour être à 10 ans en 2025, il était à 11 ans en 2024. Donc c'est une durée moyenne d'encours qui est stable et qui est toujours plus ou moins la même, qui varie de 9 à 11 ans. L'encours de la dette sous forme d'un histogramme. L'encours de la dette, ça reprend les chiffres que l'on avait à l'instant. Ça ne vous apprend rien si ce n'est que c'est la traduction sur un graphique. Celui qui va suivre est peut-être un peu plus intéressant parce qu'il concerne tous les habitants de la commune. Et pour vous montrer la dette par habitant en euros. La dette par habitant en euros, elle était de 664 euros en 2024. En 2023, elle était tombée à 598 en 2024 pour arriver à 542 en 2025. Il est bien évident que demain, si on doit emprunter ne serait-ce que pour des travaux exceptionnels ou des travaux, on parle du collège, on parle des équipements, on parle plein de choses, ce taux d'endettement montera. Bien évidemment, tout comme la capacité de désendettement montera, mais elle montera dans des proportions qui seront largement maîtrisées, puisque vous le verrez tout à l'heure, je vous en parlerai. C'est ce chiffre-là. Ce chiffre-là, c'est quand même quelque chose de très significatif sur la capacité de désendettement de la commune, qui aujourd'hui, en 2024, est estimé à 3 années 88. Le taux de désendettement, c'est l'épargne, c'est la dette sur l'épargne brute, et c'est la capacité que l'on a à rembourser notre dette par rapport à l'épargne que l'on fait. On est à 3,88. Si demain on emprunte, bien évidemment, on montera, comme je vous l'ai dit à l'instant, et d'après notre PPI, notre prévision, elle n'excédera pas les 8 années, sachant que le seuil d'alerte est à 12 années, donc on sera toujours très, très en deçà ou en dessous des seuils d'alerte. Là, vous voyez les deux barres, les deux lignes, les fameux 12 années qui déterminent le seuil d'alerte. Là, on commence à avoir un peu chaud. Et si on était au-dessus de 15 ans, on serait sous la tutelle du préfet. Donc, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. On n'est pas dans ce cas-là. On est à 3,88. C'est un chiffre qu'on maîtrise depuis quelques années et qui augmentera sûrement pour les années à venir, mais qui sera tout à fait raisonnable. Sur les dépenses d'équipement,
Sur les dépenses réelles d'équipement, donc on est en dépenses réelles d'investissement, on avait prévu en 2024 3 887 000. En 2025, on prévoit 2 282 000. Les dépenses d'équipement par elles-mêmes de 3 382 000 et on prévoit 1 777 918. Vous allez me faire remarquer qu'en OCA 2024, on n'est qu'à 648, ce qui est largement en deçà de la prévision de 2024. Il faut quand même mettre sur les 648 les 700 000 euros de reste à réaliser, ce qui montre quand même un montant, une dépense d'investissement aux alentours de 1,3 million. Mais c'est le reste à réaliser, les 700 000 euros, on n'a pas pu les faire pour diverses raisons, mais c'est ce qui va être reporté en 2025. Les dépenses financières, elles sont toujours plus ou moins stables, à 515 000 en 2024 pour 505 000 en 2025. Financement des dépenses d'investissement, eh bien, vous voyez un petit peu le total des recettes hors 1068. Donc on est à 274 270 euros. En 2025, on est à 1 209 554. Voilà, que vous dire de plus, c'est le financement, donc c'est important, c'est là-dessus aussi que c'est notre capacité à pouvoir emprunter aussi, ce qui va nous permettre de pouvoir financer un certain nombre de choses. L'équilibre global de la section d'investissement, ben là c'est pareil, hein, elle va être équilibrée donc entre les dépenses et les recettes. Donc ça c'est le récapitulatif de ce que je vous ai dit tout à l'instant. Sur ce graphique est important parce qu'il est c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. Alors l'effet ciseau, c'est pas cata, hein, on s'en fout. Si ce n'est qu'il faut remarquer qu'en 2024, il faut pas le cacher, les deux courbes tentent non pas à se rejoindre, mais elles vont l'une vers l'autre. C'est pas dramatique, on s'en fout, mais faut le noter. Voilà, mais c'est dans le rapport, donc ça c'est une chose. Les quelques ratios, l'épargne brute, l'épargne nette et puis le remboursement du capital de la dette, donc vous voyez où on se situe. Ouais, c'est plus clair sur l'écran que sur le mien. Donc 2023, 2024. Je vous laisse regarder, mais vous voyez pourquoi on a changé on a fait une nouvelle mouture du ROB, c'est parce que partout où on a fait appel au CA, on a mis CA 2024 ci-dessous provisoire pour pas qu'il y ait d'ambiguïté et de problème sur les chiffres que l'on vous propose. Le taux d'épargne brute et les seuils d'alerte, donc le taux d'épargne brute, c'est quand même le chiffre qui est le plus important dans la gestion d'une commune, puisqu'il est issu de la différence entre le budget de fonctionnement et le budget et le réalisé. Hein. Donc là, jusqu'à présent, on était sur un taux d'épargne brute relativement bien. On est toujours bien, on est à 12,85. Le seuil d'alerte, il est à 10. Il faudrait surtout pas qu'il descende en dessous 7. Ça serait cata. Mais on est à 12,85. Ça explique l'effet un peu ciseau tout à l'heure. Donc on baisse un peu, mais ça reste raisonnable. Mais il faut rester vigilant sur ce taux d'épargne brute. Quelques ratios pour vous donner un petit peu de quels sont ces fameux ratios et de voir nous où on se situe sur cette ligne-là de 5 000 à 10 000. Pardon. Je reviens tout de suite. Donc ça c'est les moyennes par strate, donc c'est des communes de même dimension que la nôtre. Donc et nous on se situe. Voilà comment se situe la commune. On est à 705. 705, j'aurais dû vous mettre les deux tableaux sur une même page. 705 pour ce point-là, et alors que sur des communes de même strate, 760. Voilà. Bon, j'aurais dû vous mettre les deux tableaux, ça aurait été plus facile à comparer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est des ratios, donc c'est pas nous qui les déterminons. Hein, c'est tout à fait c'est encadré, donc voilà ce que ça donne.
Après, si on fait les investissements sur 2025-2028 avec les résultats de 2024, mais sur 2025-2028, les dépenses significatives de l'année 2024. Donc, on a fait l'acquisition de 2 véhicules de services techniques aux espaces verts pour 97 000 euros. Vous savez qu'on est dans une politique de remplacement des véhicules pour tendre vers l'utilisation de véhicules avec des moteurs qui ne seront plus des moteurs thermiques. Donc, on remplace tous les ans un certain nombre de véhicules. On a l'extension de la garderie de la Tilleulière à hauteur de 67 000 euros. Un report de 280 000 euros en 2025. Le Clubhouse, il nous reste 57 000 euros. On a un rapport de 320 000 euros en 2025. Ça s'additionne, hein, 320, 280, vous allez arriver à 700 tout à l'heure. Les sanitaires de l'école maternelle de la Tilleulière, c'est une deuxième tranche. La première tranche a eu lieu en 2023, on l'a fait en 2024, on fera la deuxième tranche en 2025. L'aire de jeu de centre de loisirs, l'alarme PPS et attendre pour les 4 écoles. Je crois qu'on a eu un souci d'alarme dans les écoles, si je ne me trompe pas, donc il a fallu les changer. Les volets roulants de l'école solaire pour l'école maternelle de l'école du Clos. La gestion des chaudières, vous savez qu'on s'est engagé dans un processus de GTC, donc on est toujours là-dessus. Donc on aura pour 20 300 euros en 2025, 2028, l'éclairage piéton de la ZAC des Vignes, le remplacement des panneaux de basket de la salle Marnier, le réaménagement de la cuisine de multi-accueil pour 13 000 euros. Le site internet, depuis le temps qu'on en parle, mais ça va être fait. Il est presque finalisé. Madame le maire vous en dira peut-être 2-3 petits mots tout à l'heure. Donc pour 1500, le remplacement du four à vapeur, c'est du matériel, mais on était obligé de le faire puisqu'ils sont tombés en panne, entre autres. L'installation de douches automatiques pour la lutte contre les bactéries. Dans les vestiaires, entre autres. L'extension de l'école du Clos du Moulin pour 10 000 euros. Pour le reste à réaliser, donc les travaux du Clubhouse pour 320 000 euros qui devraient être livrés en 2025. L'extension de la Tilleulière à 280, vous l'avez vu tout de suite. L'extension de l'école du Clos du Moulin, plus les plans de bâtiments en relevé topographique et l'identification des réseaux pour 47 000 euros. Donc on se doit de faire ces études-là avant de commencer les travaux, mais c'est les travaux qui engagent cette extension de l'école du Clos du Moulin. La création de terrains de pétanque à la salle Milla. Alors vous savez que, comme Madame le maire vous l'a dit, et que le président du département vous l'a dit, il y aura un collège au Sorinière bientôt. Et l'emplacement choisi fait qu'il va falloir changer l'emplacement des terrains de pétanque. Ils vont se retrouver auprès de la salle Milla. C'est un budget qui avait déjà été voté en 2024 et qu'on reporte en 2025 parce qu'on n'a pas fait, entre autres, ces travaux-là. Et puis la gestion des chaudières à hauteur de 4 100 euros. Et puis d'hiver, on a 4 600 euros dans lesquels rentre tout un tas de petites dépenses qui ne sont pas non plus, c'est pas anodin, mais c'est pas trop significatif. Les dépenses principales pour l'année 2025, c'est à hauteur de 913 400 euros. Donc le plan guide, on l'a voté en conseil municipal dernièrement à hauteur de 60 000 euros. L'étude de la salle de sport pour la salle de hôtel à hauteur de 21 000 euros. Un audit énergétique pour la mairie, le du Moulin, le centre social, c'est le décret tertiaire. Donc il va falloir qu'on s'engage dessus à hauteur de 16 000 euros. Sur les terrains, pour les terrains, la participation d'équilibre à l'îlot d'Alsanglerie, 550 000 euros, on l'a voté lors du dernier conseil municipal. L'éclairage LED du complexe de la garinerie, à hauteur de 65 000. Des embouages de la mare Hippolyte de Horwed pour 21 000 euros. On a une subvention là-dessus. Donc on l'a mis au niveau des dépenses. Une opportunité d'acquisition comme tous les ans. Là, on avait estimé au départ à 20 000 euros, on le baisse à 15 000 parce que c'est plus en regard de la réalité de ce qui se fait. Et puis la reprise de la ceinture d'alimentation primaire d'arrosage du terrain à hauteur de 10 500 puisque c'est un équipement qu'il nous faut reprendre puisque l'existant actuellement, il est un petit peu défaillant, si je ne me trompe pas.
La cuisine centrale, le remboursement du capital de l'emprunt, ben ça c'est le contrat qu'on a passé et que sur le groupement qu'on fait avec les Vertou, Saint-Sébastien et l'IME. Au sens, oui. Voilà, à hauteur de 46 000. Un camion pour les espaces verts à 40 000 euros, la gestion des chaudières toujours à 31 500, le remplacement du serveur. Alors ça c'est de l'archivage, mais on a un rythme de remplacement du serveur tous les 3 ans. Donc le serveur principal aujourd'hui va devenir le serveur secondaire. On en achète un neuf pour éviter les désagréments de perte de données, la vidéosurveillance des centres techniques, sanitaires extérieurs, les OT et tout, salle de l'affilée, chalet de l'affilée, pardon, 20 400 €. Et on a fait le choix de mettre des caméras, entre autres, sur les bâtiments de la commune et certains bâtiments, surtout les sanitaires extérieurs, les OT, qui sont régulièrement détériorés. Donc on a décidé de mettre des caméras dessus, les investissements à l'horizon 2025-2030, l'extension des locaux du périscolaire de la Tillurière sera réalisée avec l'inscription au budget de 280 000 € pour 2025. C'est donc une opération à 360 000 €. On avait un budget, rappelez-vous, qui était de l'ordre de 400. La création d'un clubhouse au stade de la Garennerie, les travaux sont terminés en 2025. C'est toujours une opération à 400 000 € avec un report de 380 000 €. Et on est toujours dans les clous, on ne dépassera pas les 400 000 €. C'était l'objectif qu'on s'était fixé. Donc en mettant des enveloppes de ce type, eh bien, on s'aperçoit qu'on arrive à tenir parfaitement les budgets et les gens que l'on sollicite pour faire les travaux, ils s'y tiennent, autrement ils n'ont pas le marché. Le choix de la maîtrise d'œuvre en 2025 concernant la restructuration du groupe scolaire, je pense que vous avez tous reçu, les membres de la commission d'appel d'offres, une invitation pour la commission qui va avoir lieu au mois d'avril. La création de terrains de pétanque sur le site actuel, c'est les 44 000 € dont on parlait tout à l'heure. Les véhicules électriques pour répondre à l'obligation réglementaire de 30% en 2030. L'étude de salle de sport du collège, ça fait l'objet d'une étude. On ne sait pas, enfin à ce jour c'est au stade de l'étude. Et la rénovation des bâtiments pour répondre au décret tertiaire de 40% d'économie. 2030, vous voyez les chiffres, ils sont assez ambitieux. Je ne sais pas comment on fera, mais on devra le faire. Le reste à réaliser en recettes en 2024, donc on a aussi des recettes à récupérer en 2024 sur des restes à réaliser. La subvention de la garderie de la Tilleulière, 225 000 €, on vous a montré le détail l'autre jour et c'est de cette façon qu'on a vu que ça n'allait pas nous coûter grand-chose, cette extension de la garderie de la Tilleulière, puisqu'on a eu 2 dotations qui couvrent quand même singulièrement le budget engagé. La subvention pour les chaudières, toujours on a une subvention, donc on poursuit, c'est les 29 000 €. Et c'est tout à l'heure, quand le poste des embouages de la mare des Polydorouettes, c'est pour 21 000 €, on a une subvention à hauteur de 16 500 €. Un petit graphique qui vous donne le récapitulatif par type d'investissement en termes d'acquisition, d'études d'informatique, matériel mobilier et travaux. Tout ça pour vous donner, on retrouve le chiffre de 648 749 en 2024. Rappelez-vous, il faut rajouter les 700 000 € de reste à réaliser pour un total général entre 2020 et 2024 de 8 830 971 000 € en investissement, ce qui est quand même pas négligeable sur une commune comme la nôtre. On n'est pas sans rien faire, même si parfois on peut se demander ce qu'on fait. Mais là, le chiffre est parlant. Dernier point, résultat estimatif de 2024, c'était la dernière diapositive dont je voulais vous faire part. Donc le résultat estimatif en 2024, c'est un tableau le tableau de la rétrospective prenne en compte les résultats estimés pour l'année 2024 sur cet exercice. La commune devrait réaliser un volume global de dépenses de 10 700 000 € hors opération d'ordre. Tout à l'heure, le chiffre que je vous donnais, c'était par rapport à vos écrits. Enfin, il y avait la notion d'écriture réelle et l'estimatif une fois tous les comptes achevés. Donc, la section de fonctionnement en écriture réelle, projection en 31/12/2024, en dépenses, on ferait 9 538 000 € pour une recette de 11 777 000 €, tout en investissement.
en écriture réelle, en projection en 31/12/2024, des dépenses de 1 162 000 euros pour une recette de 2 443 000 euros. Donc ça nous fait un résultat provisionnel en réel plus hors. En fonctionnement, il serait de 1 886 000 euros et en investissement de plus 1 632 000 euros. Les 1 886 000 euros feront l'objet d'une ventilation, comme on le proposera lors du budget prochain, de 1 million d'un côté et de 600 000 de l'autre, ce qui fera les 1 886 000. Voilà, je pense que je vous ai tout dit à ce sujet-là. Je répondrai tout à l'heure sur une ou deux questions, Madame Douot, sur l'absentéisme, ça on parlera à RH. Et puis voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Alors, David, j'ai vu Fabienne aussi. Vas-y, Fabienne, dessus. Bon, comme vous voulez. Premièrement, je voudrais revenir sur la partie énergie. J'ai pas trop compris l'argumentaire en quoi les achats groupés diminuent notre volume de consommation. Que ça diminue notre prix unitaire, notre prix, ça, pas de problème, et c'est bien l'objectif, et tant mieux, mais j'ai pas trop compris le pourquoi les achats diminuent notre consommation. Et puis deux, les taxes dont on ne sait pas, effectivement, avec le budget qui n'est pas encore voté, c'est pas sur l'année 2024, c'est sur l'année 2025. Les prix, ce qu'on a payé en 2024, c'est payé en 2024, on est bien d'accord. Ouais, c'était deux focus, effectivement, ça n'a rien à voir, la consommation et le prix d'achat groupé. La consommation, la baisse, elle est due aux efforts de la collectivité, notamment la gestion des chaudières, les usages, j'ai perdu le mot, la sobriété qu'on a mis en place. Donc, en consommation d'énergie, donc électrique et gaz, tout confondu, entre 2021 et 2023, puisque 2024, les chiffres ne sont pas arrêtés, on était à 2 612 925 kWh consommés, et en 2023, on est à 2 166 228 kWh. Effectivement, ça n'a rien à voir avec l'achat groupé. L'achat groupé, l'autre focus, c'était pour dire que on aurait payé encore beaucoup plus si, comme Bouygues, qui l'a payé malheureusement pour l'électricité très cher, ils n'étaient pas dans l'achat groupé électrique. Et voilà, c'était juste deux focus différents, effectivement, ça n'avait rien à voir. Et la deuxième question, c'était... Sur les taxes. Ouais, oui, sur les taxes, effectivement, ce qui n'est pas voté, c'est pour 2025. Et, mais c'est pour ça que je dis à chaque fois, je précisais le prix de la molécule hors taxe, parce que les taxes, on ne les maîtrise pas. Donc, voilà. Oui, j'ai une remarque et deux questions. Alors effectivement, on ne se rend pas forcément compte de tout ce que fait la commune, et donc je te remercie, Jean-Claude, d'avoir listé toutes les investissements qui sont réalisés au jour le jour. J'apprécie notamment la remise en lumière des sentiers de la ZAC des Vignes, puisque je fais partie de ce quartier, et c'est vrai que ça change la vie d'avoir un peu de lumière sur les chemins piétons. Donc merci à la commune. Je ne sais pas si vous avez eu des retours, mais en tout cas, je me permets de le dire en tant qu'habitante. Je voulais savoir si cet investissement, quand vous avez dit 18 800, je crois, sur la ZAC des Vignes, est-ce que ça correspond uniquement à la tranche 1 qui me concerne, dont je viens de parler, ou est-ce que ça correspond à l'ensemble des tranches, l'ensemble de la coulée verte Voilà, ça c'est ma première question.
J'ai une seconde question concernant la salle de sport, les études de la salle des sports pour le collège. Le collège, c'est le département, mais la salle de sport, c'est la commune, c'est bien ça? Donc les études nous reviennent. En fait, Ce qui me désole. on doit faire la salle de sport et on a une prise en charge. Alors, il faudra voir comment ils font leur budget. Le vote du budget, c'est début février là pour le département. Mais c'était 70% de prise en charge jusque-là, avec un plafond de 2 millions 100. 1 million 2. Ouais, j'ai inversé, ça va être 1 million 100, c'est 1 million 2 maximum. Donc, ils prennent, si tu veux, 70% d'1 million 2 jusque-là, je dis bien, de la salle de sport. Donc là, aujourd'hui, les études, la réflexion et les études, c'est pour savoir où on en est de nos salles, pour savoir si ça mérite une construction d'une autre salle, est-ce que c'est des rénovations, est-ce que c'est des extensions, est-ce que c'est une destruction, une reconstruction. Enfin voilà, on en est là, donc c'est ça, ces études-là. Et oui, les études, du coup, c'est la commune. Oui. Non, mais c'est une question, je t'apporterai la réponse. Je l'ai pas si ça concerne uniquement la Tranche-Une ou pas. Je ne saurais pas te dire, je dirais une bêtise. Donc je préfère demander avant de répondre. Patrick me donnera la réponse. Il n'y a pas de souci. Et une précision sur la participation du département, c'est 70%, et le plafond de la participation, c'est sur 1,2 million, ou c'est 70% sur une dépense d'1,2 million maximum? Voilà, ok. D'accord. Est-ce que vous avez, d'autres questions, des remarques? Pardon, quelques questions et quelques remarques. Sur l'envoi du document, juste une petite remarque. Normalement, on doit recevoir le document 5 jours à l'avance. Est-ce que le fait d'avoir une modification du document n'entraîne pas un problème légal? C'est juste une question que je me pose. Alors, on a fait le choix de l'envoyer. Légalement, entre guillemets, on aurait pu le mettre sur table. C'est-à-dire qu'on faisait un tirage et puis vous le découvriez en même temps. Donc on s'est dit que c'était plus juste de vous l'envoyer dès qu'on l'avait, plutôt que de vous le faire découvrir sur table. Alors je ne sais pas si, apparemment non, et on s'est renseigné d'abord pour savoir si on pouvait le faire. Et on pouvait le faire, et on a jugé plus utile et plus simple de vous l'envoyer. Alors c'est vrai que j'aurais pu vous envoyer le détail des pages modifiées, ça c'est un oubli, mais autrement légalement il n'y a pas de souci. Mais autrement vous auriez pu le découvrir sur table, ce qui n'était pas forcément mieux, quoi. C'était... L'autre sujet en préambule, c'est que on a eu la présentation du DOB en commission finance il y a une semaine. On aurait aimé participer en amont sur les réflexions qu'il y a sur les choix d'investissement, etc. Bon, c'est vos choix, c'est votre choix de fonctionnement. On réitère comme chaque année on va pas arrêter, on est dans notre ligne directrice. On réitère comme chaque année notre proposition de participer à cette élaboration. Et si l'année prochaine vous le voulez, on répondra bien. Mais bon. Mais bon, je laisse ma proposition reste là, et puis libre à vous de l'accepter ou pas. Voilà. Sur un petit constat sur le débat d'orientation budgétaire sur l'année 2024. Ce qui est positif, comme on l'a déjà vu, c'est les recettes de fonctionnement qui sont maîtrisées. Donc là, il y a du positif à retirer, et on le dit, on sait bien. Les recettes de fonctionnement aussi qui sont meilleures que prévues. Donc, ce qui nous donne un peu plus de marge de manœuvre dans l'avenir et sur le budget 2025, parce que le bénéfice en fonctionnement permet de financer notre investissement des années suivantes. Donc ça, c'est très positif. Le point un peu plus inquiétant, c'est les 648 000 euros d'investissement qui sont à un niveau très bas. Oui, et certes, il y a 700 000 de restes à réaliser, mais bon, 700 000 de réaliser, ça fait moins de 50%
de réaliser au réel. Donc ce qui est quand même un peu inquiétant en termes que on est une commune qui est dynamique, qui a de la population nouvelle qui arrive, et donc il faut qu'on réponde aux besoins de ces populations. Quand on regarde les chiffres qui sont dans le débat d'orientation budgétaire, il y a eu 10% d'augmentation globalement entre 2020 et 2024 de population, avec une population avec des ménages qui bénéficient d'APL en augmentation de 18,5%, ce qui montre donne une idée de l'évolution de la composition sociale de notre commune. Donc un peu plus de besoins. Donc il faut qu'on apporte les services qui vont avec, hein. Donc là, c'est le point de vigilance. Je pense que sur le budget 2025, il va falloir être... je souhaite que sur l'investissement, on soit réaliste par rapport à l'investissement ce qu'on met dans le budget. Si on sait que ça ne se réalisera pas dans l'année, il faut mettre que ce qui est réalisable dans l'année, quoi. Parce que je me souviens qu'on a eu ce débat l'année dernière sur, il me semblait que c'était le clubhouse du foot. Vous aviez mis 100% du montant de l'investissement en 2024, alors que le permis n'était pas encore déposé. Donc voilà, plutôt échelonné, comme ça on a un budget qui est plus réaliste par rapport à la réalité de ce qu'on sait faire. Voilà. Sur la vision 2025, quelques petites remarques. Alors on a vu dans le document qu'il y a des hypothèses d'inflation à 4,5% sur 2024, alors que à notre connaissance c'est plutôt 2,2%, donc il y a peut-être une coquille dans le document, je ne sais pas. Voilà. Sur les dépenses d'énergie, on anticipe des dépenses d'énergie en augmentation de 7%, alors que dans le document dans le rapport, on dit, et globalement on le voit, hein, les prix de l'énergie sont en stagnation. On fait des investissements pour diminuer nos dépenses, donc on va avoir un peu le rationnel entre... Je peux juste te répondre, c'est parce qu'on a des contrats qui s'arrêtent avec la métropole et qu'on ne sait pas comment ça va être négocié. Okay. Donc il y a des arrêts de contrats qui vont être avant la fin de l'année. Je crois que c'est l'électricité. Voilà. Mais on n'a pas la somme. Donc par prévision, on a joué la sécurité. Voilà, le rationnel n'était pas évident. On voit une augmentation de 7%. Les prix sont mis dans le document comme étant à peu près stagnants. On n'a pas les augmentations des années dernières. Donc, et on fait des investissements justement pour diminuer notre consommation. Tu l'as dit tout à l'heure, on a une consommation qui est maîtrisée. Donc le rationnel entre les 7% et ces chiffres-là nous interpellent. Sur les dépenses de personnel, elles sont maîtrisées. Alors, les années précédentes, on mettait toujours 2 à 3% d'augmentation due à la GVT. Donc, pourquoi on ferait mieux cette année que les années précédentes? Vigilance sur ce point-là. Voilà. Sur l'investissement, les caméras de surveillance autour des bâtiments municipaux, c'est quelque chose de positif. C'était quelque chose qui était à notre programme, donc on peut que s'en féliciter. Voilà. Sur l'investissement, le développement durable, on trouve qu'il y a un manque de volontarisme. Il faut aller un peu plus loin. Dans les investissements qui sont prévus, c'est pour se conformer au décret tertiaire. Donc je pense qu'il y a besoin d'aller un peu plus loin. On voit que nos bâtiments, récemment, les salles on a échangé en commission finance sur la salle de sport, la salle de basket, où des personnes avec le froid qu'il y a eu ces débuts d'année étaient très frigorifiées. On sait que c'est un peu des passoires thermiques, hein. Donc on aurait aimé avoir dans ce débat d'orientation budgétaire une vision à long terme sur comment on investit dans ces bâtiments pour pouvoir justement continuer à maîtriser nos dépenses énergétiques et faire en sorte que ce ne soit plus des passoires thermiques, et avoir cette vision à long terme. Il y a aussi la salle, tout le complexe Agnès Verda qui est loin d'être performant, on va dire, en termes de gestion thermique. Sur l'étude sur la salle Jules Léoté, on réaffirme notre volonté que ça n'englobe pas que la salle Jules Léoté,
Il faut que ça englobe tous les salles globalement du complexe sportif, que ça se limite pas à la salle Jules Léoté. Alors l'intitulé, alors que l'intitulé le laisse à penser autrement. Voilà. Et on aurait aimé avoir aussi le budget participatif qui était annoncé depuis toutes ces années, qui n'est toujours pas présent dans le budget. Donc on aurait aimé avoir tout ça dans ce budget-là. Voilà. Donc finalement, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Donc ça reste un petit peu sur notre fin. Ça manque on manque de vision sur ce nouveau budget. On a eu l'année dernière, il y avait tout le débat autour des 2 millions d'euros qu'il fallait provisionner dans nos comptes pour pouvoir acheter le terrain pour le collège. Cette année, ces 2 millions, ils vont plus être dépensés. Donc moi, on aurait aimé voir une réorientation, une revision sur le plus long terme sur le fait de ce changement de ce changement dans globalement les équilibres budgétaires et les besoins budgétaires qu'on a sur l'année. Qu'est-ce qu'on fait ces 2 millions? Est-ce qu'on reste comme ça? Est-ce qu'on va plus loin? Et comment on réoriente nos investissements avec ce budget qu'on n'a pas à dépenser sur un achat de terrain. Donc les Sorinières finalement restent on est une commune qui est dynamique, ce qui est bien. Comme je disais tout à l'heure, on a eu 10% d'augmentation de population sur ces dernières années. Mais c'est une commune dont la structure sociale est en train d'évoluer. J'en reparlais tout à l'heure, les besoins d'APL qui évoluent plus vite que les besoins l'accroissement de population. Et donc, ce qu'on regrette, c'est l'investissement qui est en deçà des communes qui sont de la même strate. On voit j'ai fait la moyenne avec les chiffres, donc les communes de la strate, c'est à peu près 29% d'investissement par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. Sur les 3 dernières années, sur la dernière année, c'est 5%, donc et on va dire que c'est une année exceptionnelle, mais si on fait la moyenne sur les 3 dernières années aux Sorinières, on est à 17%, ce qui est quand même largement en dessous la moyenne de la strate. Effectivement, on a un endettement qui est faible, mais on a un appel d'air, il y a des nouveaux arrivants qui arrivent et qui sont là et qui vont arriver. Donc on a besoin d'avoir cette projection pour faire que on accompagne l'arrivée de ces nouveaux arrivants, que on continue, on mette en place les services pour assurer toute la cohésion sociale à long terme de notre commune, et que on développe aussi des services pour que ces nouveaux habitants ne soient pas aux Sorinières comme dans une ville dortoir, qu'ils y vivent et qu'ils soient bien dans notre commune. Donc cette vision, on ne l'a pas. Et on le trouve dommage. Et effectivement, c'est l'avant-dernière année, c'est l'avant-dernière année du mandat, mais ça n'empêche pas qu'il faudra avoir cette vision à long terme. Donc, on a un gros regret par rapport à ça. Ouais, moi, je peux répondre sur 3-4 points. Pourquoi on a beaucoup de reports? C'est pareil logique quand tu vois les conjonctures aujourd'hui, les projets sont reportés, soit parce qu'il a fallu les revoir, parce qu'ils ont changé, soit parce qu'il y a eu des nouvelles règles, normes qui sont rentrées en place, soit parce qu'il faut reporter, parce que je prends un exemple, pour le boulodrome par exemple, il pourrait être fait si le collège n'avait pas bougé de place. Aujourd'hui, le boulodrome a été retardé parce qu'il a fallu inclure le projet du collège. Donc, si c'était aussi simple et qu'on se dise ça va se passer comme ça et ça va se passer comme ça tout le long du mandat, on n'aurait pas eu le Covid, on n'aurait pas eu la crise énergétique, on n'aurait pas eu la crise économique, on n'aurait pas eu les crises politiques. Ça serait facile. Aujourd'hui, concrètement, la vie de la commune fonctionne avec ce qui se passe au niveau national, international, et ça vient impacter directement chaque jour nos décisions et nos remises en question systématiques. Donc moi, je ne suis pas surprise de ces reports-là, surtout que je discute, et si vous regardez la presse, vous le voyez avec les autres communes, des projets qui étaient notés en 2020, qui sortent pas en 2024, qui sortent pas en 2025, et qui ne sortiront pas avant la fin du mandat, il y en aura plein, qui ont été réajustés, qui ont été retardés, voire annulés, il y en a plein. Ça fait partie, comme dans nos budgets familiaux, de la vie, j'ai envie de dire, quotidienne.
pour le personnel, le fait qu'on ait réussi à maîtriser cette progression qui est naturelle. La GVT, c'est une progression naturelle. C'est parce qu'on a eu beaucoup de mouvements dans la collectivité, avec des personnes assez anciennes qui sont parties, et donc on a pu, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais enfin économiser, en tout cas sur des agents qui étaient là depuis longtemps, et donc des nouveaux qui arrivent et qui coûtent un petit peu moins cher. Pour autant, je le dis quand même aujourd'hui, ce soir, les discussions avec le CST se passent très bien, et vous verrez le point qui suivra, je ne sais plus, mais il y a un point qui est le point numéro 7, tu me dis, c'est ça, Jean-Claude? Non, 8 sur la participation, où on voit bien que la commune fait aussi des efforts pour son personnel et donc sur ses dépenses de fonctionnement. Sur le terrain du collège, je te réponds, s'il avait fallu le payer, on aurait fait un emprunt. Donc l'argent, on l'avait pas. Donc on n'a pas pu clairement aujourd'hui le réinvestir puisqu'on ne l'avait pas. On ne l'avait pas. Donc le but aujourd'hui de se dire, c'est qu'on n'a pas eu à faire d'emprunt. Donc on a fait un emprunt, c'était celui de la médiathèque sur ce mandat. Il n'y en aura pas d'autres ni cette année, ni a priori en 2026. Après, vous verrez bien. Mais sur le principe, voilà, pour répondre sur le collège et sur les projets et les services, je pense qu'on a été relativement volontaire sur ce mandat. On fera le bilan quand ça sera le moment, mais l'équipe fera le bilan. Mais on a créé des services supplémentaires, les pièces d'identité, notamment numériques. On n'était pas obligé de le faire, on l'a fait. C'est quand même une création de poste à temps complet, qui aujourd'hui apporte un service quand même à la population. L'arrivée du collège, l'extension du clos. Alors effectivement, c'est des choses qu'on voit pas aujourd'hui, mais qui engagent la commune pour demain et qui amène aussi le fait qu'il faut être prudent sur nos investissements quand même, parce que tous ces projets-là, il va falloir les financer. Donc c'est des projets qui vont coûter. La salle de sport, même si le collège lui-même est payé évidemment par le département, la salle de sport qui va aller avec, on voit bien que voilà, il y a des choses qui sont faites et que dans un contexte complexe, au national en tout cas, fait qu'on doit être vigilant. Et c'était une expression que tu avais donnée: quand on est dans le brouillard, on ralentit. Moi, je pense que tout ce mandat, on a été dans le brouillard et on a ralenti. Moi, ce que je voudrais souligner là, c'est qu'on a encore une fois des dépenses qui sont maîtrisées, tu l'as dit, hein. Pourtant on a des projets concrets, ils sont pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu, mais ils sont à la hauteur en tout cas de ce qu'on peut faire sérieusement. Ça a été un travail considérable, hein, chaque année, qui a mobilisé tous les services et chacun des élus dans leur délégation, avec des projets qui ont bougé sans cesse, qui ont été revus systématiquement avec des concertations avec les agents en question, les parents d'élèves quand c'était le cas, ou d'autres en tout cas habitants. On l'a dit, avec un contexte national qui a été complexe et instable. Il faut faire plus avec moins, donc voilà. Pas d'emprunt, on l'a dit, depuis celui de la médiathèque, il n'y en aura pas, je l'ai dit. Une seule augmentation des impôts depuis 13 ans sur la commune, depuis 13 ans. C'est-à-dire qu'on a fait une augmentation en 2022, mais il n'y en avait pas eu depuis 11 ans. Une priorité sur l'enfance jeunesse qu'on a assumée, qui était dans notre programme et qui était réellement un choix, et sur nos associations aussi. Voilà, tout ça on pourra le détailler sur le budget 2025, où alors on a un petit peu plus de détails sur les projets, mais effectivement Jean-Claude en a donné déjà une première orientation. Et moi ce soir je voulais remercier Jean-Claude pour son investissement au quotidien, ainsi que les services, et tous les services, c'est pas seulement le service comptable, mais tous les services qui ont joué le jeu de toujours essayer de trouver comment on peut, que ça soit au niveau du quotidien, mais aussi sur les projets, comment on peut faire en sorte qu'on puisse quand même répondre aux besoins des habitants tout en étant raisonnable et sérieux. Donc on pourra se féliciter de ça quand sonnera la période électorale. Et je pense que dans le contexte particulier de ce mandat, les habitants sauront nous remercier d'avoir pu mener en tout cas ce mandat en sérénité, le plus possible en tout cas, parce qu'on ne peut pas dire que ça a été la sérénité tous les jours. Mais bon, voilà ce que je voulais dire. Merci Jean-Claude. Alors, Laurent et Bruno.
Un petit focus encore sur le décret tertiaire. Effectivement, tu peux dire qu'il peut y avoir un retard dans la projection des investissements, et c'est dû à l'État. L'État a 2 ans de retard sur... donc ils imposent le décret tertiaire 2030, 2040, 2050, et ils ont mis 2 ans à nous fournir les valeurs absolues pour les bâtiments, pour pouvoir justement mettre en place le décret tertiaire. Donc en fait, c'est pas encore officiel, mais 2030, 2040, 2050, ça risque de se transformer en 2032, 42, 52, parce que voilà, ils sont en retard. Donc là, on va faire un audit. On a maintenant déjà une idée sur les bâtiments les plus passoires, entre guillemets, et ceux qui sont les plus en économie de l'énergie, on va dire. Donc on fait un audit pour savoir pour 2030 ou 2032 savoir sur lesquels il va falloir agir, mais le programme d'investissement qu'on vous présentera, on se projette directement sur 2040 et 2050 pour pas avoir de nouveau à réinvestir fortement dans 10 ans. Donc ça sera un programme ambitieux. Et on est en retard dû aux valeurs qui n'ont pas été données par l'État assez rapidement. Bruno et puis Muriel. Ouais. Après là, mon intervention, je vais revenir sur ce que tu as dit, Christelle, et m'y associer. En termes de remerciements, je voudrais remercier Jean-Claude pour sa présentation du ROB ce soir et tout le travail qu'il fait en ayant la responsabilité du budget de la commune et des ressources humaines. J'associe, comme tu l'as fait, Christelle, nos services aussi, qui nous accompagnent dans la gestion du budget de la commune et qui assurent aussi un travail quotidien de suivi assez considérable et avec beaucoup de rigueur. Donc, remerciements à eux. Moi, je relève 2 points qui me semblent importants, au-delà de ce qu'on a l'habitude de mettre en exergue à l'occasion de la présentation du ROB. C'était dit par certains, notamment l'augmentation des recettes liées aux ventes immobilières, puisque le CA 2024 acte une recette, me semble-t-il, de mémoire aux alentours de 493 000 €, si je me trompe pas, Jean-Claude, si j'ai bien écouté ce que tu as dit. J'ai pas noté le pourcentage d'augmentation par rapport à l'exercice précédent, mais en tout cas, c'est une augmentation significative. À titre d'exemple, alors, toute proportion gardée, bien évidemment, si on prend l'exemple des recettes du département sur les 3 dernières années, qui sont en chute libre, sur ce qu'on appelle la DMTO, c'est-à-dire les frais notaires enregistrés pour les ventes immobilières, de 2000, je suis en train de chercher, 2022 à 2024, elles sont en chute de 65%, très précisément. Et moi, j'y vois quelque part le caractère. Donc nous, on est complètement à l'encontre de ce qu'on connaît à l'échelle du département, puisqu'il y a une chute assez considérable qui se traduit donc par la faiblesse des recettes en direction du département. C'est un élément significatif. Et donc moi, j'y vois le maintien du caractère d'attractivité, de grande attractivité de notre commune. Si les gens, des nouveaux habitants viennent s'installer ici, achètent, c'est aussi lié à ce caractère d'attractivité, notamment ce qui est important dans le choix qu'on peut faire les habitants en la matière, c'est notamment la présence de services publics de proximité, l'activité commerciale, économique aussi. Donc ça, je trouve que c'est plutôt satisfaisant et un élément à mettre en avant. Ça a été dit. Aussi la manière dont on arrive à contenir les dépenses de fonctionnement de manière résiduelle avec une augmentation de 0,5%, soit 58 000 €, tout en assurant, Christelle, tu l'as dit aussi, des services publics de qualité avec de nouveaux services qui ont été mis en place. Donc ça, c'est deux éléments que je tenais à souligner. Après, ceci dit, la situation, elle est quand même parfois inquiétante. Elle est liée au manque de visibilité qu'on peut avoir au niveau national, notamment par rapport à un budget, vous savez, qui est toujours pas voté. Donc, il y avait des décisions qui avaient été prises initialement par le gouvernement Barnier de mettre à contribution les collectivités à hauteur de 5 milliards
d'euros via un dispositif qui était très controversé, qui était le fonds de précaution. A priori, le gouvernement Bayrou a revu la note à la baisse pour les collectivités. On serait passé à seulement 2,2 milliards d'euros, avec des incertitudes sur la mise en œuvre, le nombre de collectivités concernées. Il semblerait que le nombre de collectivités concernées et d'EPCI va être en augmentation, près de 2000 collectivités concernées, communes et EPCI. Donc beaucoup d'incertitudes et un manque de visibilité certain. Et des communes qui sont toujours impactées, on va être impactées notamment par une dépense supplémentaire imposée par l'État et toujours non compensée, à savoir l'augmentation des cotisations retraite, à hauteur, je parle sous ton contrôle Jean-Claude, si je ne me trompe pas, de 160 000 €. Je rappelle que pour l'augmentation du point d'indice, voilà, c'était imposé par l'État. Alors, se féliciter, hein. Moi je me félicite effectivement de l'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires et qui font vivre le service public au quotidien en direction des habitants, sauf que c'est une charge aussi non compensée par l'État et qu'on a subi, nous, collectivités. Donc là, augmentation d'une dépense supplémentaire en ce qui concerne les cotisations en retraite et qui bien évidemment ne sera pas compensée, 160 000 € en plus pour les communes. Donc un manque de visibilité et puis aussi un impact sur nos finances. Je vais répondre à ce qui a été dit sur ce qu'on pourrait assimiler à une forme de manque d'ambition, notamment sur nos perspectives d'investissement. Alors moi, je pense que pas regarder les choses à l'échelle de ce, j'allais presque dire de ce mandat ou d'un seul exercice, avoir une vision, et c'est de notre responsabilité beaucoup plus large, beaucoup plus éloigné. Jean-Claude l'a évoqué. Les perspectives d'investissement et notamment sur des secteurs stratégiques de l'action municipale, elles s'envisagent dans les 10 ans à venir. Gérer une commune, c'est ça, c'est anticiper les besoins des habitants. Et force est de constater qu'en la matière, on est plutôt très ambitieux, avec, on peut le dire, une action immédiate pour une stratégie de long terme, et notamment une politique donc d'investissement pour les 10 ans qui viennent, à hauteur d'un engagement financier, et je parle là encore sous ton contrôle Jean-Claude, me semble-t-il, qui se situe à hauteur donc de près de 14 millions d'euros, 13 908 454 très précisément, pour les 10 ans qui viennent. 14 millions d'euros. Donc c'est pas rien. Et donc il y a une véritable ambition qui se traduit d'ores et déjà par plusieurs projets qui sont en cours, qui ont été lancés, donc qui verront au travers de leur programmation une finalisation donc dans les années à venir. Mais je rappelle, par exemple, si on parle de projets structurants, notamment en direction du scolaire, de l'enfance jeunesse, qui est une priorité définie à l'échelle de ce mandat, pour parler des plus importants, la mise en œuvre notamment de la cuisine centrale mutualisée, qui s'appelle la Fabrique, donc qui sera livrée au mois de mai 2025 et effective sur notre commune, si je me trompe pas, là je parle sous le contrôle de Stéphanie, au mois de juin. Sera effective au mois de juin, livré au mois de mai, mais effectif pour nous en fonctionnement pour nos groupes scolaires en mois de juin. Donc ça, c'est quelque chose de concret, c'est un investissement important et un projet local de territoire aussi. Donc ça a du sens, hein, au-delà de ce que ça représente en termes d'investissement, juste sous le regard financier et budgétaire. Ça va beaucoup plus loin que ça. L'agrandissement, c'était dit, du périscolaire de la Tillolière, qui sera achevé au mois de septembre 2025. Donc ça, c'est très proche. La réhabilitation, extension de l'école du Clos du Moulin, qui sera terminée pour une ouverture qui est prévue en septembre 2027, et le collège qui sera opérationnel en 2030. La construction, c'était dit, du clubhouse, du stade Louis Bartra, qui sera terminé très très bientôt, hein, au mois de mai 2025. J'y ajoute aussi l'agencement de la place Simeon Veil, qui sera poursuivi avec l'arrivée de nouveaux commerces, et notamment la perspective de l'installation d'une moyenne surface, ça c'est prévu plutôt pour courant 2026, ainsi qu'une brasserie, ce qui va contribuer à faire vivre le cœur de ville de manière dynamique. Et tout ça pour dire, si je parle des investissements programmés qui sont pour moi les plus structurants, on se situe dans une échelle des 10 ans à venir. Tout ça pour dire que gérer la ville,
gérer notre ville, c'est prévoir, c'est anticiper, c'est d'ores et déjà assurer le récit de la ville du futur, une ville où se conjugue la présence de services publics de proximité et de qualité, avec une politique d'aménagement de notre territoire adaptée aux besoins des habitants, parce qu'on anticipe effectivement les besoins des habitants à venir, et par rapport notamment à l'évolution démographique ou sociologique des habitants, et notamment en matière de logement, dans un environnement qui se veut être un environnement préservé, pour un cadre de vie apprécié, apaisé et agréable pour tous. Muriel. Merci Monsieur Charrier pour votre présentation. Je vais essayer de ne pas faire de redite, bien évidemment, parce que beaucoup de choses ont été partagées, auxquelles je souscris, il n'y a aucun souci. Moi, j'avais quelques remarques. Alors, c'est un rapport, on est d'accord, c'est un rapport chiffré, ce sont des chiffres. Alors, il y a eu l'intérêt et l'honnêteté. Quand je dis honnêteté, c'est pas l'honnêteté, c'est pas suspicieux. Quand je dis l'intérêt, c'est d'avoir un comparatif sur plusieurs années. Et moi, j'ai eu une vision un peu macro, pour le coup. En première réflexion, en regardant toutes ces pages, et effectivement, il y a 2 ou 3 choses là, qui nous ont apparu assez évidentes. Alors oui, même s'il y a des recettes de fonctionnement, alors on a entendu que les taux qui étaient quand même avec une progression, effectivement, il y a un taux d'imposition qui n'est pas augmenté. On est OK là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, si le taux n'augmente pas, c'est comment on va chercher l'argent, comment on rentre, et on rentre l'argent. Aujourd'hui, dans cette commune, c'est bien grâce aux recettes fiscales. Comment on a des recettes fiscales, c'est en augmentant une population, et on a bien compris, il y a quand même plusieurs objectifs. À augmenter une population, c'est qu'il y a un besoin aussi d'augmenter cette population, parce qu'il y a un besoin crucial de logement. Effectivement, ça fait des recettes, donc voilà. Sauf qu'à un moment donné, quand on a une vision, on a beaucoup entendu parler de vision depuis un moment donné, sauf à augmenter le périmètre de la commune. Quand on regarde le bourg, j'ai entendu parler d'attractivité, effectivement, mais quand même, on est quand même plus ça va, plus je veux dire, il y a une concentration de la population. Donc forcément, dans quelques années, ça posera des problèmes, sans parler. Ce qui a été évoqué, ce qu'on a déjà évoqué aussi, c'est comment on intègre population sur le plan, je dirais, bio. Quand je dis bio, c'est-à-dire sur le plan médical, on n'a pas parlé de ça. Sur le plan aussi psycho, et puis sur le besoin aussi social. Moi, quand je vois cette commune, aujourd'hui, toute l'attractivité, oui, il y a une attractivité. On parle beaucoup du cœur de ville, on parle jamais des villages. Voilà, moi je suis quand même assez... ça me pose souci. Jamais on a un projet là sur les villages. Voilà, sauf ce qui doit être individuel, puisque c'est la population qui doit mener eux-mêmes leur projet de vie. On parle toujours du cœur de ville, du centre-ville. Oui, il y a une attractivité, bien sûr qu'il va y avoir. Il y a eu longtemps une friche industrielle. Oui, aujourd'hui, il y a des magasins qui... Mais alors, on l'a déjà dit et redit, c'est comment on accède à ce centre-ville, puisqu'on voit aujourd'hui que quand même le déplacement est quand même très contraint dans cette ville. Pour se garer, n'en parlons pas. Il y a très très peu de places de parking, et on voit bien que même si il y a un vœu pieux d'éviter un parking sauvage, on augmente les zones bleues, mais c'est pas pour non plus que la population, c'est pas une aide forcément à la population. Donc moi j'avais quand même quelques questionnements par rapport à ça, qui sont très macro, mais même si on est sur un rapport d'activité sur l'année et l'année à venir, il y a quand même une réflexion pluriannuelle. Donc ça, c'est une première réflexion que j'avais. On n'a pas du tout parlé des dotations, si ce n'est qu'à les lire sur le tableau et voir qu'elles diminuent. Je parle des dotations, bien évidemment, d'État global.
On est passé quand même, alors je sais bien qu'il ne faut pas faire de comparatif, mais moi je n'ai regardé que les chiffres de CA, parce qu'il n'y avait pas de BP 24-21. On passe quand même de 1 290 000, si je ne me trompe pas, à 929 600. Quand même une variation quand même très importante. Si je ne me trompe pas, ça doit faire l'équivalent à peu près de 27%. Hein. Donc moi ça me paraît énorme. Alors on voit bien qu'à une époque on comptait beaucoup sur les dotations. C'est moins vrai maintenant et donc on voit bien qu'il y a un infléchissement sur effectivement cet investissement sur des projets et on comprend pourquoi, parce qu'on comptait beaucoup sur les dotations. Donc là on peut moins y compter. Donc il va falloir serrer les bons projets. Donc ça c'est un vrai sujet aussi. Même si on compte pas dessus, mais je trouve qu'on n'a pas assez débattu là sur ce fait que on ait quand même moins de dotation, même si ça nous échappe, mais ça veut dire qu'il faut quand même se projeter. Voilà. J'avais eu une autre aussi, un autre questionnement, effectivement, sur les charges du personnel, parce qu'on sait que comme dans toute entreprise, qu'elle soit municipale ou autre entreprise, les charges du personnel sont conséquentes. On voit bien qu'aujourd'hui, quand même, c'est plus de 60% du budget. Moi, là aussi, j'ai comparé par rapport à 2021. C'est beaucoup de variations. En termes, ça fait presque 19% d'augmentation. Alors, je veux bien croire qu'effectivement, depuis quelques années, on a un vieillissement. Ça veut dire aussi que les professionnels restent aussi au sein de la commune. Quand je dis un vieillissement, c'est-à-dire il y a un taux aussi d'indiciaire qui augmente, mais je trouve que c'est un peu trop réduit de répondre qu'à ça, parce qu'effectivement, l'autre jour, moi en commission, j'ai posé la question en termes d'analyse, parce que comme je dis, on est quand même beaucoup sous des données chiffrées. C'est le taux d'absentéisme dont on parle jamais, et ça je trouve ça dommage. Ça donne aussi, ça révèle un peu la température un petit peu aussi de ce qui se passe au sein et c'est vous qui l'avez, nous on le partage pas. Je rejoins ce que disait l'équipe de David Burneau tout à l'heure. C'est beaucoup on a bien compris qu'on n'était pas de la majorité, que forcément on n'avait pas forcément les mêmes choix, mais je pense qu'au préalable quand même d'un DOB, on pourrait partager quand même certaines explications qui n'engagent rien, et c'est comme ça, c'est factuel. Je trouve qu'il manque un peu cette lisibilité pour le coup sur cette masse salariale, surtout ce volume de remplacement et ce taux d'absentéisme, parce que du coup on reste un peu sur notre faim en termes de compréhension et de voir un peu, de vous poser des questions, c'est-à-dire que effectivement, une fois qu'on indique le taux indiciaire de l'agent augmente, c'est quelles actions vous menez peut-être en place concernant des taux d'absentéisme, si vous en avez, c'est dû à quoi, est-ce que c'est lié à des conditions, est-ce que c'est du fait de pas pouvoir mutualiser certains postes pour répondre à des besoins de services, voilà. Donc on a un peu, moi ça manque un peu en termes d'analyse et de compréhension. Je redis à chaque fois concernant ce rapport, moi même si c'est une réflexion annuelle, moi ce qui me manque toujours, c'est ce plan pluriannuel d'investissement sur l'entretien des bâtiments. J'ai toujours pas trop cette lisibilité. On parlait de l'EOT là tout à l'heure. Effectivement, c'est comment est-ce qu'on y va de manière, parce que là l'EOT on sait bien qu'il y a des problèmes, mais comment il y a un plan d'investissement sur les autres bâtiments. Bon, voilà, ça c'est toujours un peu la question qu'on se pose. Je pense avoir fait le tour de tout. Alors si j'avais quand même une remarque par rapport au boulodrome, pardon, Christelle. Moi, je partage pas du tout, mais on a le droit de pas partager
En tout cas, on n'est pas du tout sur le même point de vue. Quand tu dis que c'était très lié à l'attente du collège, ben non, l'étude, ça fait quand même plusieurs années qu'il y a une étude de fait. On n'a pas attendu le collège. Il y a eu quand même beaucoup de reports parce que il y a eu un consensus avec les assos qui n'a pas forcément abouti en temps et en heure. Enfin, il a abouti, c'est déjà le principal. C'était juste ça. Et moi, j'avais quand même une réflexion parce qu'on est quand même une ville qui est, je dirais, on va dire, traversante de plus en plus. Je l'ai déjà exprimé aussi quand on via un rapport d'activité de la métropole. Moi, je vois pas. On est très enclavé via les périphériques, les autoroutes. Et aujourd'hui, quand on voit la ville de Nantes et sa métropole qui grossit à vitesse grand V, quand on voit que on ne peut plus rentrer dans cette ville, ou de moins en moins, on le voit bien, je comprends. Enfin, je ne vois pas encore se dessiner l'apparition d'un P+R digne de ce nom, et les Sorinières pourraient l'être. Parce qu'il est encore à la frontière du rural et de l'urbain. Alors je vous regarde, non, je regarde tout le monde, excusez-moi Monsieur Charrier, mais je trouve qu'il manque un peu d'ambition par rapport à ça. Sans que ce soit, une ville ventouse, c'est pas l'idée de mettre un P+R plus proche des maisons, mais je pense que ça serait vraiment une utilité, du territoire. Parce qu'on est dans la métropole, parce qu'il y a des gens qui viennent vraiment de tout horizon, nord, sud, alors peut-être pas le nord, mais là, plutôt le sud, le sud-ouest, sud-est, et il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande. Donc voilà à peu près mes remarques. Je vous remercie. Je vais pas répondre à tout parce que j'ai pas forcément la réponse. Néanmoins, sur le pourcentage de la masse salariale, ça correspond au nombre d'agents, et le nombre d'agents correspond à une politique que l'on s'est donnée, nous, de la commune, de fournir un service digne de ce nom aux habitants. Mais on est aussi contraint par un certain nombre de choses. La population augmente, le nombre d'enfants augmente, ne serait-ce que ça, on est obligé d'avoir des animateurs en regard du nombre d'enfants par rapport aux enfants qui fréquentent les établissements qui soit sur la commune. Donc ça fait une masse salariale en plus. Alors effectivement, elle est de 63%. C'est pas quelque chose d'anodin, mais c'est pas exceptionnel par rapport aux communes de même dimension. Ça, c'est une chose. Je pense qu'il faut effectivement, vous pouvez aller voir sur les tableaux qui sont à la disposition de tout le monde. Il y a des communes qui sont de la même dimension que nous, qui sont à 57%. Mais quand vous regardez la rubrique achat de services extérieurs, ils achètent pour pratiquement l'équivalent qui comblerait ce que nous on dépense en masse salariale. Donc l'un dans l'autre, nous on a fait le choix de l'avoir chez nous. C'est tout. Après on maîtrise cette masse salariale, ça c'est sûr. Vous l'avez remarqué. On l'a assez dit. 58 c'est uniquement dû à un mécanisme d'augmentation ou de changement de grade ou autre, mais c'est pas parce qu'on embauche à tout va. On a prévu de diminuer en 2025 le nombre de contractuels parce que c'est une baisse. Donc après c'est le niveau de remplacement. Effectivement, on peut en parler du niveau de remplacement, et j'ai la réponse à ce que vous demandiez sur l'absentéisme, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc en 2023, vous tient à cœur. Vous voulez avoir l'info. Voilà, c'est normal. Non, mais il n'y a rien de tout ça. En 2023, on avait un taux d'absentéisme sur la commune de 8,76%, ce qui représente 3934 jours d'arrêt pour 97 agents, et qui se sont arrêtés. Il faut que sur ces 97 agents, il y a 4 agents qui sont en longue maladie, et ça dure depuis quelques temps, voire quelques années. Ça, c'est pour 2023. Pour 2024, donc l'année qui vient de s'écouler, on est passé de
8,76 à 7,26. Donc on a baissé, ce qui représente là aussi 3394 jours d'arrêt pour 99 agents, et on a toujours nos 4 agents en longue maladie. Donc 4 fois 300, j'ai le calcul, je sais même plus exactement. Si vous faites le cumul de ces 4, c'est à peu près 222 jours où vous travaillez par an, si j'ai bonne mémoire, par 4. Ça fait 800, presque 900 jours sur les 3000 jours d'arrêt. Donc c'est presque un tiers, ce qui est quand même pas mal, qui est représenté par 4 agents. Mais on n'est pas... la moyenne nationale pour une commune comme la nôtre, elle est de 9,7%. Donc on est en dessous, on est à 2 points de moins en dessous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se satisfaire de ça, parce que c'est aussi, comme vous le disiez, que M. Burgot le disait certaines fois, c'est le reflet d'une santé au travail ou de qualité de moyens qui permettent aux gens de ne pas être en arrêt. Mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, bien évidemment, mais on n'a pas un taux d'absentéisme dû à la maladie qui est largement au-dessus de la moyenne nationale. On est même en dessous. Donc je pense que sans se valoriser un tel chiffre, on peut quand même le noter, parce que les agents s'arrêtent pas plus que les autres, voire moins. Donc je pense que c'est important de le dire. Sur les autres points, la création d'un P+R, je vais pas dire que ça dépend pas de mon domaine, donc je vais pas vous y répondre. C'est pas ça, je vais pas voter en touche, mais c'est une réflexion. Vous avez raison, mais tout est bon à réfléchir. Il y a pas de souci. Voilà. Pardon. Je réfléchis bien sur une capacité d'accueil d'étudiants, donc. Quant au boulodrome, Patricia est revenue, donc il va peut-être pouvoir vous y répondre, mais c'est vrai que ça fait quand même... Je pense que Patricia n'a pas ménagé sa peine pour pouvoir satisfaire tout le monde, et si aujourd'hui, effectivement, c'est encore quelque chose qui est dans les cartons, mais qui est en devenir, c'est quand même quelque chose qui a été fait en concertation avec tout le monde, et je pense que tout le monde est satisfait. À moins que... Voilà. Le boulodrome, comme toutes les autres associations, je me félicite de travailler en intelligence avec toutes les personnes qui se mettent autour de la table. Voilà, et c'est quelque chose de vrai, c'est vrai, qui dure depuis déjà quand Jean-Marie Palussière était déjà adjoint aux associations. Donc c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment, c'est clair. C'est vrai qu'on a changé on a changé, mais ça se passe très bien. C'est voilà. Mais j'en profite pour je peux prendre la parole du coup 2 minutes. Moi, en tout cas, je voulais féliciter aussi Jean-Claude, merci, et surtout les services, en tout cas sur la collectivité. Je voudrais aussi féliciter tous nos services, parce que je sais qu'ils ont une enveloppe bien déterminée à chaque fois, et ils essayent de la maîtriser, de pas la dépasser, et même si c'est un petit peu frustrant pour eux, parce que ils aspirent aussi à du plus, comme nous, je pense, on aspire aussi à du plus. Mais voilà, on essaye de maîtriser nos budgets, et puis et voilà, je voudrais aussi dire que sur nos bâtiments municipaux, bien sûr qu'on est très très conscient, en tout cas, de savoir qu'on a certains bâtiments où c'est de vraies passoires, mais voilà, on aimerait nous aussi rénover, on aimerait aussi on aspire à tout ça, mais comme l'a dit Laurent, il y a des règles à respecter aussi, et puis on est en attente aussi de ces règles qu'il faut qu'on respecte et qu'il faut qu'on mette en place. Donc tout ça, ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, et malheureusement c'est voilà. Donc on essaye de respecter, de mettre en place des calendriers en tout cas, et si on pouvait les respecter, ça serait que du bonheur. Merci. Pardon. Quelques chiffres par rapport à ma délégation, qui est le développement économique. Je pense que vous les connaissez déjà. On a au sein des Séronnières, on a 1300 établissements, dont à peu près 300 embauchent 4000 salariés. Donc on a un dynamisme économique qui est relativement fort, qui est soutenu par la commune, notamment par le projet de la Désirée. Je rappelle, le projet de la Désirée, c'est 37 000 m² de foncier productif qui va accueillir à peu près 550
salariés. Le PC a été déposé, on est en cours d'études environnementales actuellement. Donc on a un dynamisme économique qui est relativement fort. Alors, on a parlé un petit peu déjà du cœur de ville. Je ne vais pas rappeler tout ce qui a été dit, mais néanmoins, je soulignerai le fait que les projets de cœur de ville sur Nantes Métropole, il n'y en a pas eu beaucoup. Je crois qu'il n'y en a pas eu. Il n'y en a eu qu'un seul, c'est aux Sorinières. Donc encore une fois, là, il y a eu des intentions qui se sont vraiment caractérisées par la construction de ce cœur de ville. On a eu la chance d'avoir, quand on a fait la visite il y a quelques temps du cœur de ville avec les promoteurs, ils nous ont rappelé qu'on avait eu beaucoup de chance que l'île au Nord soit construit, parce qu'il y a des défaillances d'entreprises actuellement sur la partie immobilière. Et donc ce cœur de ville va être terminé et va accueillir 5 commerces supplémentaires, dont la GMS, enfin la grande moyenne surface alimentaire, comme ça a été dit. Donc tout ça, ça ne ressemble pas à une cité dortoir. Je vois pas en quoi ça ressemble à une cité dortoir. On a 9000 habitants qui habitent les Sorinières et on a 4000 salariés qui viennent bosser aux Sorinières. Ça ne ressemble pas à une cité dortoir. Un dernier petit point quand même, c'est vous parliez aussi de la dotation de l'État. On la maîtrise pas, cette dotation de l'État. Alors comment nous on compense? On n'a pas 50 solutions. Soit on augmente les impôts, ce qu'on n'a pas fait, soit on emprunte et on sait ce que ça veut dire, c'est que la commune s'endette, ou alors on essaye de maîtriser notre épargne brute de façon à l'augmenter et à pouvoir faire une ventilation de cette épargne après. Donc on n'a pas 50 solutions effectivement, et effectivement on a aussi une commune qui augmente, donc c'est pas simple. J'allais dire, moi je ne rêve pas d'avoir une commune des Sorinières à plus de 10 000 habitants, parce que dans ce cas-là on perdrait des dotations. On en aurait encore moins, on perdrait une dotation à ce niveau-là. Donc on a aucun intérêt. Malheureusement, je m'entends quand je mets malheureusement, mais ça viendra. Mais on perdra de nouveau, et on sera dans la situation d'une commune avec un budget qui sera pas en regard de sa population. Donc c'est pas simple. Je pense que effectivement, j'ai mis en avant la capacité de désendettement à 3,88. Elle va augmenter, cette capacité de désendettement, c'est pas un scoop. Qu'est-ce que vous nous direz le jour où vous verrez qu'on arrivera à 8? Vous allez me dire, oh là, il y a le feu, on s'approche des 10. Bah ouais, mais si on veut arriver à faire quelque chose, il va bien falloir que cette capacité de désendettement, elle augmente un jour, parce qu'on n'y arrivera pas autrement. Donc j'entends ce que vous pouvez dire, il y a pas de souci. Mais demain, on aura peut-être un discours différent, parce que vous allez vous alarmer, peut-être à juste titre, mais non, parce que les chiffres s'envoleront. Ils s'envoleront parce que, comme nous faisait remarquer Monsieur Burneau tout à l'heure, il faut qu'on puisse répondre à la population qui augmente, avec une famille sociale qui est peut-être demandeur et qui paye pas forcément des impôts fonciers. On sait jamais. Il y a plein de choses. Hein. C'est un ensemble de choses. Donc c'est pas simple. Et puis tout ça, vous me dites, la concertation. Ok, on l'a fait. C'est pas qu'on l'a fait entre nous, mais c'est quand même quelque chose qui réfléchit. C'est pas quelque chose qui sort du chapeau. Vous le savez aussi bien que moi. C'est vrai que Monsieur Bourneau, tous les ans, vous nous faites la remarque, et je comprends que vous nous la ferez tous les ans. C'est pas un souci. Vous avez raison. Vous êtes dans votre rôle, et ça, il y a pas de problème. Il est bien évident. Et imaginez 2 secondes qu'on monte un budget avec vous et qu'on vous demande de le voter demain. Vous n'allez pas le voter. Donc, ça, j'ai jamais vu une opposition voter un budget. Mais bon, mais peut-être, pourquoi pas. Mais vous voyez, c'est comment? Voilà, c'est ça. Donc je pense que ça serait un peu compliqué. Enfin bon, mais je vais vous faciliter la tâche. Vous participerez pas à la machin. Voilà, c'est ça. Mais je comprends que vous me demandiez à chaque fois. C'est pas un problème. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres interventions? Ah, pardon.
Ouais, c'est vrai que c'est marrant, tous les ans, tu voudrais participer au choix budgétaire, mais bon, il faudrait trouver une commune où ça se passe comme ça, quoi. Vous êtes dans l'opposition, vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous n'êtes pas d'accord avec nous. Non, c'est pas une cité dortoir, bien sûr. Yannick a raison de préciser quand même. On a du bol que l'opération de l'île au Nord se poursuive. Hein. Il y a pas mal de programmes, et pas que dans la métropole, hein, mais qui ont été arrêtés, faute de commercialisation. On est parvenu à poursuivre les programmes. On a dû rediscuter un petit peu par contre les programmations à certains endroits, mais avec la dynamique économique qu'on a et le fait que les programmes malgré tout se poursuivent, les programmes immobiliers j'entends, se poursuivent, ça montre quand même que les gens ont envie de venir habiter au Sorinier. Hein. On n'est pas du tout une cité dortoir. Hein. Par contre, ça nous génère d'autres questions et qui sont pas nouvelles, mais qui sont de plus en plus adressées. Et là, on parle de circulation, effectivement. Et là, oui. Mais on va faire des choses aussi qui vont pas non plus faire plaisir à tout le monde quand on va commencer à un peu gérer la circulation. Et tu parlais du stationnement. Oui, les zones bleues. Maintenant qu'on commence à un petit peu plus regarder l'occupation des zones bleues, ça fait pas plaisir à tout le monde. Hein, on a recruté quelqu'un pour ça, qui travaille beaucoup là-dessus. Ça fait pas plaisir à tout le monde, et on a des remarques. Donc c'est bon, il y a pas de souci, on l'assume. Hein. Mais voilà, mais c'est certainement pas une cité dortoir. Ça va être rapide, c'est juste par rapport à, si on continue le débat sur la ville qui pourrait être cité dortoir, Patricia en parlerait mieux que moi, mais toute la vie associative, elle est quand même très très riche sur la commune, au nombre d'habitants qui sont engagés dans nos associations. Je trouve que c'est un beau témoignage, comme quoi ils viennent pas juste dormir, mais voilà, ils contribuent aussi à la vie de la commune et au dynamisme. Et juste corriger un petit erreur de ma part, je n'ai pas remercié sur la présentation, et autant pour moi. Voilà. Eh bien, je vous propose de clore le débat. Le DOB, on ne vote pas. Hein. C'était un rapport. Donc, s'il n'y a plus d'intervention, je propose que Madame le maire reprenne la main et que nous puissions